simplement quelques mots sur Incuballiance. C'est donc l'incubateur technologique et mutualisé de Paris-Saclay. Technologique dans la mesure où notre savoir-faire principal porte sur des startups comme celle que Mathias a présentée, à très fort contenu technologique. Les startups, j'allais dire web ou digital couche haute, ne sont pas, en tout cas pour l'instant, dans notre business, dans notre core business. Voilà, c'est un incubateur qui a déjà 15 ans d'expérience. Alors dans cette industrie qui est extrêmement dynamique en ce moment, les incubateurs, les accélérateurs, nous faisons partie un petit peu des dinosaures. Mais l'avantage de ça, c'est qu'on a beaucoup d'expérience accumulée et un réseau d'anciens qui est riche dans tous les domaines. Alors, dans tous les domaines parce que nous sommes généralistes. C'est une troisième caractéristique de l'incubateur. C'est que l'on couvre un large champ de technologies qui vont des biotech jusqu'au digital, notamment digital, j'allais dire, relativement en couche basse, proche des machines, ou l'algorithmique, bien sûr, tout ce qui tourne autour des big data. Donc tous les champs sont couverts, avec des expériences qu'on vit au quotidien justement d'interdisciplinarité, pour reprendre un peu la conclusion de Mathias Fink, entre les différents entrepreneurs. Voilà, c'est un des avantages d'avoir un champ large de technologies et donc d'applications en termes de marché ou de secteur. Le modèle économique, c'est un vrai sujet aussi qui intéresse pas mal de personnes, notamment les investisseurs. Nous avons un modèle économique qui est en évolution en ce moment, puisque nous sommes traditionnellement, bien sûr, très largement subventionnés par les différentes tutelles. Hein. Le ministère, j'en ai parlé précédemment, mais aussi l'Europe, la région, le département, les collectivités locales. Mais le sens de l'histoire fait qu'aujourd'hui, on essaie de se diversifier et de réinventer notre modèle pour avoir des sources de financement plus privées, et notamment venant des anciennes startups qui remboursent une partie de leurs frais d'incubation lorsqu'elles commencent à décoller. Voilà. Nous n'avons pas vocation à prendre de participation sous forme d'equity dans les startups qu'on accompagne. C'est important. On a un modèle beaucoup plus simple que ça, qui est encore une fois basé sur du remboursement partiel des frais d'incubation, avec des avantages bien sûr pendant l'incubation, hein, autour des services qu'on propose, mais nous n'avons pas vocation à prendre de participation dans les startups. Nous sommes une petite équipe, 9 personnes, donc nous sommes, pour prendre le jargon, très agiles, et on tient à le rester. C'est une des caractéristiques de l'incubateur. On veut garder, on a un peu le même esprit que les startups qu'on accompagne, et on veut garder cet esprit. Donc l'équipe, qui est une grande partie dans la salle aujourd'hui, est très, comment dirais-je, regroupée autour des projets et animée d'un même élan au service des entrepreneurs qu'on accompagne. Voilà. Donc effectivement, depuis 15 ans, plus de 280 projets ont été accompagnés. Voilà, donc source d'expérience importante. De ces sociétés, de ces projets, 222 sociétés ont été créées et plus de 160 aujourd'hui sont actuellement, vivent leur vie et sont en phase de développement. Voilà, donc un taux de survie de plus de 70% selon les échelles de temps qu'on prend en compte, qui est un taux de survie dont on est assez fier par rapport aux standards du marché. Je suis un ingénieur de l'ESPCI, j'ai donc suivi les cours de M. Fink et de M. Bouchot aussi à l'époque. Donc c'est une école en fait qui a un ADN assez particulier parce qu'il est écrit au fronton, en tout cas dans toutes les cartes qu'on avait à l'époque, les cartes d'étudiants, il était écrit que l'école formait des ingénieurs pour l'innovation. Donc je pense que tout était un peu dit. Donc moi ensuite je suis allé à Londres pour une année où j'ai fait un master et revenu à l'école polytechnique pour faire une thèse sur l'interaction laser-plasma sous la direction de Victor Malka. Cette thèse a eu lieu au LOA, un laboratoire optique appliqué, qui est une espèce d'entité d'avant-garde, enfin, c'est comme ça que je le définis, ça n'engage que moi, mais c'est un endroit très, très pionnier sur de nombreuses questions, et notamment sur ce que vous voyez à l'écran, qui est l'accélérateur laser plasma. Donc c'est un nouveau concept qui vise à miniaturiser des synchrotrons, tout simplement, au sens où, avec un laser intense, qu'on focalise dans un jet de gaz ou un plasma, on peut accélérer des électrons à de très très hautes énergies sur simplement quelques millimètres. Donc la compacité n'a plus rien à voir avec le gigantisme d'un synchrotron, et pourtant la qualité de ces particules-là
permet de comparer cette structure au synchrotron. Donc c'est un émulateur de synchrotron en quelque sorte. Donc effectivement, lorsque on a eu ce parcours-là et qu'on a été un petit peu baigné dans l'entrepreneuriat à l'ESPCI, il était en tout cas pour moi assez naturel de sauter un peu le pas et de me poser la question non plus à quoi cela va servir, mais plutôt à qui est-ce que cela peut servir. Et je pense que c'est cet élément fondateur ou ce questionnement un peu primordial qui fait le début de la démarche entrepreneuriale, en tout cas qui a fondé chez moi la démarche entrepreneuriale. Parce que on demande à un physicien à quoi sert la machine, je pense que la réponse sera généreuse, mais à qui sert la machine est déjà beaucoup plus compliqué, ou à qui sert cette technologie-là est déjà beaucoup plus compliqué à adresser. Parce que ce qui, il est pluriel. On peut dire ça peut servir à mes collègues chercheurs de ma communauté scientifique, mais on peut également dire ça peut servir à toutes les autres personnes qui n'appartiennent pas à cette communauté scientifique. Donc nous, quand on a fondé Source Lab, on a commencé par répondre à cette question. Pas tellement à quoi cela sert, mais à qui cela sert. Et ça a entraîné deux réponses de notre part. Tout d'abord, identifier le besoin technologique de la personne, mais surtout identifier la manière dont la personne va se servir de cette technologie. Donc on va dire ses habitudes et ses gestes. Donc c'est ainsi qu'on a, sans faire plus d'analyse, on a introduit, on va dire, l'humain dans notre recherche en physique fondamentale, qui pour moi était vraiment quelque chose de fondamentalement ou de premier dans la démarche entrepreneuriale qu'on a eue. Donc, je rebondis là-dessus, parce que quand on a préparé un petit peu l'entretien, effectivement, on peut rebondir là-dessus. Ce que tu disais, c'est que, d'une part, la start-up était un accélérateur de maturation pour le laboratoire, et d'autre part, qu'elle permettait, c'est ce que tu viens de dire, de faire entrer l'humain, le citoyen, même tu disais parfois, et au final le client dans le laboratoire. Hein. Oui, donc tout à fait. Donc, la vision qu'on avait, c'est de faire entrer l'humain, puis le citoyen, et au final, effectivement, le consommateur, pour passer de la création de valeur scientifique ou de la gestion de valeur scientifique à la création de valeur économique. C'est-à-dire faire rentrer un agent économique dans cette histoire-là, dans tout ce travail-là qu'on était en train de faire. C'était d'autant plus pour nous important, ou en tout cas révélateur de faire ça, qu'on s'est rendu compte que le Conseil européen de la recherche, qui finance aussi la recherche de pointe, a complètement changé sa politique de financement européen, en passant d'une recherche pour la recherche à une recherche qui doit être financée dans son contexte d'application. J'ai lu ça dans les articles qui définissent un petit peu les critères de la politique de financement du Conseil européen de la recherche. Donc c'est dire que même lorsqu'on reste dans le domaine de la recherche fondamentale, introduire l'humain à un moment donné dans une recherche aussi fondamentale que l'accélération de laser plasma est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est ça qui a fondé notre démarche. Et donc ce faisant, on s'est rendu compte qu'il y avait donc plusieurs vertus à faire ça. Bien sûr, la création de valeur économique potentielle, mais surtout la maturation de la technologie qu'on était en train de mener, puisqu'on disséminait de fait ses propriétés, toutes ses caractéristiques, à une communauté qui n'était plus une communauté de spécialistes. Donc on se confrontait directement à des questionnements auxquels on n'avait jamais été exposé, et ce retour en fait d'expérience a vraiment fait évoluer la machine au sens où aujourd'hui nous lançons même un projet industriel où cette machine pourra être un jour utilisée par l'industrie du nucléaire. Alors on va peut-être expliquer un peu plus dans le détail ce que vous faites chez Source Lab. Alors je ne sais pas si tu veux commenter plus avant ce slide. Comme ce que j'avais commenté en tout début, donc, ce que vous aurez cette espèce de mer bleue, en fait, cette nappe, c'est un plasma, et vous voyez qu'elle est structurée, il y a des vagues qui sont formées. C'est le laser intense qui est en tête en fait, de la vague qui le crée. Donc c'est comme un bateau qui se propage dans une mer, qui va plisser le plasma et créer une structure accélératrice. Donc tout ce qui est bleu, ce sont des électrons du plasma. Donc il faut imaginer une structure électromagnétique chargée. Et à un moment donné, si on s'y prend bien, certains électrons peuvent être piégés, les électrons rouges peuvent être piégés dans cette structure accélératrice et se déplacer avec le potentiel du laser. Donc on a des électrons qui vont se propager à la vitesse de la lumière en suivant le laser. Une fois que à mesure que le laser avance dans cette mer d'électrons bleus, on augmente l'énergie et au bout d'un moment, on arrête d'accélérer quand on est sorti du plasma. Donc il suffit
Il suffit d'avoir un laser et un jet de gaz pour faire ce type de structure. Et derrière, toutes les propriétés des accélérateurs ou toutes les utilisations des accélérateurs qui représentent un marché quand même dans le monde de 500 milliards. Alors, comme je disais, on a essayé au tout début de Source Lab, qui est notre méthodologie entrepreneuriale, on a décidé de répondre à la question à qui servait ce qu'on était en train de faire. Naturellement, la première réponse c'était à nos collègues, autres chercheurs du monde entier. Il y a à peu près 100 laboratoires dans le monde qui font ça. Donc ce qu'on leur vend aujourd'hui, ce sont ces systèmes que vous voyez, qu'on appelle des cibles d'interaction, c'est-à-dire la structure qui va générer le gaz dans lequel l'accélérateur va se faire, mais également des systèmes qui permettent de mettre en forme l'impulsion laser, des systèmes de diagnostic, parce qu'il faut savoir ce qui est en train de se passer, et aussi toute l'ingénierie qui se développe autour. Donc c'est à partir, aujourd'hui, l'offre de Source Lab, donc on va dire la création de valeur, pour revenir au thème de la journée, se concentre autour de ces objets-là pour le marché de la recherche, des équipements de recherche scientifique. Voilà. Alors, la question qui vient naturellement, c'est quand tu étais en incubation, on considère que l'incubateur a fait son job, dans la mesure où tu es sorti, une équipe constituée, on y reviendra, les financements, on ne va pas rentrer dans le détail, et tu avais commencé à amorcer ton chiffre d'affaires. Donc on a une boîte qui était amorcée, incubée. La question maintenant, c'est comment est-ce que tu passes d'un marché, j'allais dire, lié au monde de la recherche, tu l'as expliqué, avec ses avantages, ce qui permet de tester ta machine, à des marchés, allez, entre guillemets ou double guillemets, de la vraie vie, voilà, des industriels diverses et variés dans le monde entier. Donc, pour ça, c'est répondre en fait toujours à la question à qui cela peut-il servir, en changeant le fameux qui. Donc, on passe du chercheur au reste du monde. Donc, l'idée, c'est ne plus simplement proposer des composants, comme vous le voyez là, des composants de l'accélérateur, mais imaginer qu'on puisse proposer tout l'accélérateur pour une application donnée. Ainsi, notre future étape, celle qu'on a commencée en fait aujourd'hui, mais qui va durer une trentaine de mois, sera de proposer un accélérateur complet pour faire du contrôle non destructif, donc de l'inspection de la matière dense, comme on peut en avoir besoin dans l'industrie du nucléaire. C'est l'image suivante, je crois, c'est ça ? Voilà. Donc c'est plutôt voilà, cette image-là. Donc c'est la toute première application sociétale. Sociétale, donc on voit l'importance d'avoir introduit le concept de société dans notre recherche, ou le concept d'humain. L'idée étant de, je sais pas si voilà, à partir d'un laser, de générer des rayons X, de sonder un objet dense, et ensuite d'en reconstruire l'image. Voici un exemple d'objet que l'on va, donc vous voyez, c'est vraiment la vie réelle, un objet que l'on va essayer d'inspecter. On a formé un consortium avec notre laboratoire, le LOA, et une PME innovante qui est en Bourgogne, PUI et Midco Industries. Et cela a été permis grâce à un financement de la DGA, donc que l'on vient de débuter. Donc, dans notre perspective de croissance, ou dans l'évolution que l'on voit de Source Lab, c'est justement, aujourd'hui nous ne fournissons que cette petite partie, on va dire, c'est de fournir toute cette partie-là. Donc c'est assez naturel pour nous, dans la mesure où ça correspond à une extension très on va dire linéaire, en quelque sorte, de nos compétences aujourd'hui. Alors une question sur ce qui me semble être caractéristique des projets qui sont fondés sur les sciences physiques à l'origine, c'est le temps de maturation. L'année dernière, on a parlé beaucoup de mathématiques, beaucoup d'algorithmes. On a vu qu'on pouvait aller très très vite de la recherche sur le marché avec des concepts qu'on connaît tous, Lean Startup, Agile, etc., etc. Et pas seulement dans le web, on parle d'algorithmes, etc. Là, il y a par définition de la matière en physique, il y a du temps de maturation, il y a de l'expérimentation, il y a du prototypage, donc on voit beaucoup de problèmes liés au prototypage, enfin post-prototypage à l'incubateur. Comment est-ce qu'on passe d'un prototype qui fonctionne à peu près en conditions opérationnelles à un produit véritablement prévu pour un marché particulier? Ça prend du temps. Les concepts de design d'ailleurs, soit dit en passant. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner tes idées là-dessus? Donc, évident qu'il y a des étapes à suivre avant d'atteindre la vision de Source Lab, qui est de fournir un accélérateur laser plasma pour quelque application que ce soit, en l'occurrence, disons, cette application d'inspection. Et pour ça, c'est un projet qui se construit. Donc Source Lab, aujourd'hui, nous n'avons pas fait de levée de fonds. Nous avons fait le choix de développer en interne, on va dire, la société.
Et pour cela, on s'est appuyé sur un concept qui est, je pense, bien partagé, le fait qu'un expérimentateur en physique est un utilisateur tolérant. Donc on peut lui proposer un système qui n'est pas fini, avec lequel, avec cette personne ou avec ces personnes, on va pouvoir faire un développement tout en générant du chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, SourceLab est une société qui emploie 5 personnes. On est une société qui est bénéficiaire depuis la première année d'exercice, parce qu'on a pu vendre des systèmes prototypés à des utilisateurs qui font ce qu'on fait, en fait, très similaire à aux activités du laboratoire d'optique appliquée, et ça a permis de générer du chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires a été réinvesti dans la société pour construire le projet dont j'ai parlé. Donc c'est comme ça que nous pavons un petit peu le temps pour petit à petit nous rapprocher vers de notre but final. Alors je pose la question, je suis certain que beaucoup dans l'Assemblée veulent te la poser. Est-ce qu'une stratégie différente qui consisterait à lever des fonds, un petit million, 2 petits millions, 3 petits millions, pour essayer d'accélérer l'entreprise, ferait du sens ou pas? Là-dessus, j'ai pas de réponse, on va dire, dogmatique. Dans notre cas, étant donné qu'on propose des produits à très forte valeur ajoutée, on peut, si nos ventes le permettent, on peut s'autofinancer. Le problème, c'est, on va dire, l'instabilité ou l'irrégularité de ces ventes-là qui fait que le chiffre d'affaires peut fluctuer. Pour donner un exemple, si on vend 3 de nos systèmes par an, on peut couvrir notre chiffre d'affaires. Il suffit donc qu'il en manque un seul à la vente, qui est une possibilité, pour qu'on soit dans le rouge. Donc on sent qu'au niveau de la trésorerie, au niveau de la construction de notre chiffre d'affaires, une levée de fonds pourrait faciliter ou accélérer, on va dire, ou en tout cas changer un petit peu les conditions de fonctionnement de SourceLab. Toutefois, ce n'est pas le choix que nous avons fait à date, et nous pensons qu'à travers les différentes possibilités que l'on ouvre et les différentes prospections, nous pensons que nous allons pouvoir, encore un certain temps, continuer notre croissance telle qu'elle. Alors, je te pose dans tes retranchements parce que il y a un phénomène en France et ailleurs d'ailleurs, enfin, moi j'appelle ça le plafond de verre, c'est-à-dire quand on regarde un petit peu l'évolution des startups très techno, je parle des startups comme toutes celles dont on parle depuis ce matin, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de plafond de verre pour les entreprises, à quelques millions d'euros de chiffre d'affaires maximum, quelques dizaines d'employés, et très très peu d'entre elles passent ce plafond-là. Donc, question, est-ce que ce n'est pas justement un manque de, comment dirais-je, ambitieux, le mot est fort peut-être, un manque de dynamisme et peut-être de stratégie financière adaptée pour pouvoir accélérer tout ça? Il y a plusieurs éléments de réponse. En tout cas, on pourrait dire dans un premier temps, il faut d'abord regarder la vision en fait, des fondateurs ou des créateurs. Je pense que c'est très important parce que c'est là que repose l'énergie ou la force motrice en fait, de l'entreprise. Si les créateurs n'ont pas envie, et j'en connais un certain nombre, n'ont pas envie à un moment donné d'une croissance forte et de se retrouver à 150 personnes au bout d'un certain temps, c'est tout à fait possible. Et on peut mener, comme les PME allemandes, on va dire, une existence comme ça, tout à fait sereine, tout en restant innovant. Maintenant, je peux bien comprendre qu'il y ait d'autres modèles dans lesquels on voudrait avoir, et ce n'est pas une question d'ambition, dans lesquels on voudrait avoir, notamment je pense aux biotech, où il faut énormément de financement dès le début pour pouvoir faire décoller l'activité. Donc là, je pense que c'est complètement sine qua non comme mode de financement. Ainsi, je pense que, ça, comme j'ai dit, pour répondre correctement à la question, il faut voir de qui on parle, donc les fameux créateurs, et dans quel secteur est-ce qu'ils s'inscrivent. Le nôtre est un petit peu hybride, puisque, comme je l'ai dit, on peut continuer à vendre des composants à très haute valeur ajoutée et construire ainsi notre vision, comme on peut accélérer avec plus d'instabilité et d'incertitude, on peut accélérer tout de même notre croissance en faisant des levées de fonds. Aujourd'hui, la question pour ce qui concerne SourceLab n'est pas tranchée. Tant que nous avons des perspectives que notre entreprise et notre construction stratégique fonctionnent, nous continuerons de la sorte. Il y a des investisseurs dans la salle, je le dis au passage. 2 petites questions pour finir, parce que je crois qu'on arrive à la fin. L'aspect humain, on en a parlé ce matin plusieurs fois, et Mathias Fink en a beaucoup parlé. Tu t'es marié. En termes de business, il y a Guillaume qui a rejoint l'équipe il y a quelque temps. Profil un peu différent du tien. Voilà, ce fameux mariage entre un porteur de projet de culture scientifique et technique et une personne plus business, un sujet traditionnel.
un marronnier presque pour nous. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, enfin, concernant ton expérience personnelle là-dessus? Alors par rapport au fait que j'ai trouvé des associés dans la société, c'était vital. La tentation avait été, j'ai changé d'associé en cours de route, enfin au tout début, la tentation a été de rester dans le petit cercle du LOA, c'est-à-dire des personnes qu'on connaît bien, où on partage exactement le même langage et la même culture. C'était naturellement pas une bonne idée, donc il fallait introduire une personne qui vient d'un autre domaine, qui n'a absolument pas les mêmes compétences et qui réfléchit de façon, je dirais, hors du plan. C'est très important pour nous, ça nous a beaucoup structuré. Il vient avec d'autres problématiques, une autre manière de voir les choses, et ça déstabilise, mais c'est pour trouver un autre niveau de stabilité qui pour moi est beaucoup plus satisfaisant. Donc ce mariage-là était extrêmement vertueux pour ce qui concerne Sourcelab. Et bon, pour revenir c'est un mariage que j'ai pu observer aussi à l'incubateur un certain nombre de fois. Donc ça, c'était aussi très utile d'avoir un paysage comme ça de différentes sociétés à différents niveaux de leur vie. Pour voir que ce mariage-là a toujours été quelque chose de vertueux. Je n'ai pas mémoire d'avoir vu autour de moi, quand j'étais à l'incubateur ou ailleurs, des sociétés qui étaient monocompétences ou monoculturelles. Je n'ai pas vu ça.